Bienvenue à businessactuality.com et à Diaspora TV, deux médias qui se sont jumelés aujourd'hui pour venir rencontrer M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est de passage à Paris. Et malgré son calendrier très serré, il a accepté de nous recevoir. C'est tout un honneur. M. Pascal Affi-N'Guessan, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie votre présence? C'est peut-être excessif de lui demander ce qui justifie sa présence. Mais dans le cas présent, j'étais à Genève dans le cadre d'un séminaire de la Fondation Crans-Montana auquel j'ai été invité. Et évidemment, je devais profiter donc de ce séminaire, de ce séjour, pour venir d'abord rencontrer nos responsables politiques, notre représentation, rencontrer aussi nos compatriotes, parce que comme vous le savez, nous sommes pratiquement dans la droite ligne des élections de 2020. C'est le moment d'entrer en contact avec les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, pour parler avec eux, pour préparer avec eux l'échéance à venir, et puis rencontrer aussi les autorités françaises, parler aux médias de l'actualité ivoirienne, des perspectives politiques, et aussi de nos ambitions pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu dans le cadre de la promotion de notre parti au niveau international que nous sommes là. Quand vous dites votre parti, aujourd'hui le FPI est fissuré, il y a le camp de Gore, il y a le président Gbagbo qui a refusé de vous recevoir. Et quels sont aujourd'hui vos rapports avant d'entamer aujourd'hui avec les Gore? Où vous en êtes avec le président? Les choses bougent, les lignes bougent. À l'occasion de ce séjour, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs mouvements au sein du parti. Des personnalités avec qui nous n'avons pas parlé depuis plusieurs années, avec qui nous avons eu des différends très très profonds, qui ont eu des attitudes parfois très hostiles. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons nous parler, nous pouvons échanger. Ça veut dire que l'unité du Front populaire ivoirien est en marche. Oui, l'unité en marche, mais le fondateur, il est là. Oui, bien sûr. Alors, le moment venu, nous allons nous rencontrer, j'en suis sûr. Et vous avez eu le courage de présenter publiquement vos excuses. Oui. Est-ce que c'est sincère? Mais évidemment, personne ne m'a contraint à le faire. Mais lorsque vous êtes dans l'action politique et que certains propos heurtent une partie de l'opinion, une partie de vos militants, quelle que soit la posture qu'ils ont vis-à-vis de vous, et que c'est de façon insistante que ces questions-là reviennent, je crois que la moindre des choses, c'est de faire preuve d'humilité, de modestie et de présenter ses excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés, qui se sont sentis vexés par ces propos. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et pourquoi vous n'avez pas cité le président Gbagbo dans votre plaidoirie, si j'ose ainsi m'exprimer? Pourquoi le nom du président n'est pas sorti? Mais je crois que c'est en le faisant, c'est à la fois au président Gbagbo et à toutes les personnes qui l'ont exprimé. Le président Gbagbo, je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne peux pas préjuger de ses sentiments, de son opinion vis-à-vis de tout ce qui se fait dehors, de tout ce qui se dit dehors. Donc le moment venu, je crois qu'au président Gbagbo, ce n'est pas à travers les médias qu'il faut le faire, c'est de vivre voix face à face lorsque nous allons nous rencontrer. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la première fois lorsque, à coup médiatique, vous devrez vous rencontrer, et puis bon, vous êtes venu, ça n'a pas marché, et vous êtes rentré sous la colère, et ce sont les propos que vous avez tenus qui vous amènent à présenter vos excuses. C'est justement cela. Bon, quand il y a ce genre de situation, on ne cherche pas à savoir si on a raison ou si on a tort. Ce qu'on doit réparer, c'est, je dirais, ce que les autres ressentent. Voilà. Que vous ayez eu raison ou pas, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est important, c'est que des personnes avec qui vous avez intérêt à commercer, à vous entendre, estiment qu'ils n'ont pas apprécié les propos. Donc on le dit. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Mais c'est parce qu'à l'heure actuelle, autour du président Laurent Gbagbo, il faut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce qu'on se rencontre, qui tirent profit de la crise actuelle, qui construisent leur schéma tactique et politique autour de la division du FPI. Ça les arrange que le FPI soit divisé. Et donc ceux-là font des pieds et des mains pour éviter, pour retarder le plus possible cette rencontre. Mais je suis persuadé que ce sera vain. À partir du moment où ce mouvement de rassemblement et d'unité est lancé, je ne vois pas comment quelqu'un autour du président Laurent Gbagbo peut bloquer indéfiniment cette perspective de rencontre. Il vous arrive de regretter que le FPI
de le FPI, je ne sais plus comment le FPI d'Afingessa, le FPI de... Bon, maintenant, il y a un autre FPI qui est en train de se construire. Non, il n'y a pas trois FPI. Il y a Mme Babo qui est en train de se... Non, il n'y a pas trois FPI, il y a un seul FPI. Maintenant, à l'intérieur du FPI, il y a des... Même si ce n'est pas formellement des courants, mais ce sont des courants qui sont construits autour des personnalités. Mais tout ça, c'est à l'intérieur du FPI. Et il suffira que ces différentes personnalités se retrouvent pour s'entendre sur une ligne, sur une position, et puis la question est réglée. Et vous pensez qu'avec cette ligne radicale qu'ils ont, vous pensez que vous pouvez un jour arriver à faire l'unité? Non, les lignes se sont assouplies. La radicalité dont vous parlez n'est plus d'actualité. Mais les mêmes sont toujours autour du président, hein, Babo? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a une fin à toute chose. Et je pense qu'on ne peut pas tenir indéfiniment une posture. On est obligé à un moment ou à un autre de réviser sa position parce que les événements évoluent et puis les hommes changent. Et ceux qui avaient été avec vous dans cette posture, s'ils bougent, vous êtes obligés vous aussi de bouger. Or, actuellement, tout bouge. Et donc, je suis sûr que tout bougera jusqu'au niveau le plus proche du président Laurent Gbagbo, de manière à ce que l'unité du FPI se réalise. Alors, je vous pose la question de savoir, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Mme Gbagbo, avec M. Aswadou, et éventuellement avec vos amis qui sont au Ghana Non, mais vous avez évoqué les dissensions. Donc, ces rapports s'inscrivent dans ce cadre-là. Pour le moment, c'est par personne interposée à travers des camarades communs qu'on peut dire qu'on maintient le contact. Mais nous sommes pour le moment dans des postures concurrentielles, des postures d'opposition. Mais je crois que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout cela va évoluer et s'estomper avec le temps. On vous souhaite bon vent parce que cette division n'arrange pas du tout la cohésion nationale pour laquelle vous êtes en train de vous battre. Vous comptez aller aux élections? Évidemment. Avec cette seuil que... Bien sûr, puisque nous y sommes et que nous y occupons même un poste de vice-président. Nous avons négocié avec le gouvernement et nous reconnaissons que cette seuil n'est pas idéale. Je ne sais même pas si dans ce domaine-là on peut atteindre l'idéal. Mais nous avons bon espoir que cette composition nous permette d'organiser des élections apaisées, transparentes, et que ce soit le meilleur qui soit déclaré demain vainqueur de l'élection présidentielle. En 2015, on vous a octroyé 9%. C'est ça. Vous n'avez aucun militant recensé. Et tout ça, ça fait partie des conditions qu'on exige. Mais apparemment, tout est fermé. Non, tout n'est pas fermé puisque nous avons des négociations encore sur les conditions générales des élections, y compris sur l'enrôlement, sur la question des cadres nationaux. Et si le président Ouattara ne veut pas? Mais c'est écrit dans l'accord que nous avons obtenu avec eux. Ces négociations devaient même commencer début octobre. Et donc, du fait que je suis à l'étranger, dès que je vais rentrer, nous allons relancer ce processus. Et je ne vois pas, s'ils refusent de poursuivre, ça veut dire qu'ils auront, je dirais, renier l'engagement qu'ils ont pris avec nous. Alors, à ce moment, vous entendrez qu'on ne pourrait pas aller... Mais nous allons continuer à nous battre pour que ces négociations aient lieu. Nous ne suivons pas de notre démarche dans une logique de boycott sous n'importe quel prétexte. Voilà. S'il y a des problèmes, on se bat pour les régler. Voilà. Le temps aussi avance. Bien évidemment, le temps avance pour nous tous. Mais les problèmes sont là et il faut les régler avant l'échéance, de manière à ce que les élections à venir se tiennent dans un contexte suffisamment apaisé, sécurisé et qui inspire confiance à tous les acteurs. Vous avez quels sont vos rapports réels avec le pouvoir en place, le président Ouattara? Nous sommes des opposants, nous nous opposons au pouvoir en place. Mais, des opposants glacés ou des opposants... Mais des opposants responsables, des opposants républicains, des opposants démocratiques, des opposants civilisés. Parce que nous voulons que la démocratie en Côte d'Ivoire s'inscrive dans un contexte de paix, de stabilité et, je dirais, et même de respect mutuel. Parce que c'est, après tout, au-delà de ce jeu politique, nous tous, opposition comme pouvoir, nous contribuons au développement de notre pays. Nous contribuons à la démocratisation de notre pays. Donc nous n'avons pas besoin de nous affronter ou de nous retrouver le couteau entre les dents. Il faut rendre les choses pacifiques. Le pouvoir, il est assez féroce quand même. Mais bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il est féroce qu'il faut devenir
un prédateur. Voilà. Non, à la férocité, il faut opposer au contraire la civilité. L'esprit républicain. Quelqu'un qui dit non, moi je veux aller. Non, mais c'est pas la preuve. C'est qu'on s'est battu, il y a eu des négociations à partir de janvier sur les conditions électorales. Ça veut dire que l'opposition peut, en insistant, obtenir que des négociations se tiennent sur toutes les questions qui intéressent la vie nationale. Mais pourquoi c'est vous qui l'avez choisi comme opposant principal? Ils n'ont pas choisi. Nous sommes là, nous nous sommes imposés à eux. Parce que nous sommes du présent, nous sommes l'opposition. Ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas eux qui nous ont choisis. Ce ne sont pas eux qui ont créé notre parti. C'est nous-mêmes qui avons créé notre parti et qui avons fait une option pour participer à la vie du parti et qui donc nous mettons en face vis-à-vis de chaque problème, alors que d'autres capitulent, démissionnent, se réfugient dans leur coin et ne veulent pas participer. Mais on ne voit pas comment nous pouvons faire avancer le pays à travers la démission, à travers le refus de participer, et en abandonnant le pays et tout au parti au pouvoir. Nous ne voulons pas abandonner le pays au parti au pouvoir pour le laisser faire ce qu'il veut. Nous voulons être présents. Mais très minoritaire, vous êtes très minoritaire. Pas du tout. Pourquoi minoritaire? Les idées ne sont pas minoritaires quand nous dépendons de la réforme de la CEI. On parle des hommes, lui-même Ce n'est pas important. Ce qui est important. Lui-même, le président Ouattara, il dit, moi j'ai choisi mon opposant principal qui est M. Afingessa. Mais ça n'engage que lui. Ça peut vous faire les fleurs, ça peut vous amadouer. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il pense et ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, c'est le combat que je mène pour la Côte d'Ivoire. Les idées que je défends. C'est ça qui est important. Les commentaires des uns et des autres, qu'ils viennent de M. Ouattara ou d'autres formations politiques de l'opposition, m'importe peu. Parce que ce que je veux et ce qui m'intéresse, ce sont les Ivoiriens qui sont en face. Ce qu'ils souhaitent. Et ce sont eux, en dernier instant, qui vont décider. Ce n'est pas M. Ouattara qui va décider qui sera président en 2020. Lui-même, peut-être il sera candidat ou présentera un candidat. Et il sera jugé par les Ivoiriens. Donc ce sont les Ivoiriens qu'il faut regarder. Quelle posture, quel programme défendre pour aller à la rencontre des aspirations des Ivoiriens. C'est ça qui est important. Quelle est la posture que les Ivoiriens veulent aujourd'hui pour que le pays fonctionne sur une base paisible et stable. C'est ça qui est important. Il y en a qui proposent, compte tenu de l'entêtement du pouvoir, de ne pas assouplir les négociations. Il y en a qui proposent qu'on prenne les rues. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il est nécessaire de prendre les rues, on les prend. Mais pour moi, prendre les rues pour prendre les rues, ce n'est pas ça notre doctrine. Nous utilisons la rue comme un moyen d'action. Si le contexte est tel qu'il faut passer par la rue pour faire reculer le pouvoir, on y va. La preuve, en 2017, le 22 juin 2017, nous avons organisé en Côte d'Ivoire ce que nous avons appelé la marche de la colère. Après les mutineries, la crise de la filière café-cacao, le scandale de l'agro-business, le pays était dans un contexte de scandale. Là, c'est militarisé. Ça, c'est militarisé. Aujourd'hui, oui, on a l'impression que derrière chaque Ivoirien se trouve 2 ou 3 étrangers armés pour l'empêcher de bouger, de mener une opération de revendication. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu ça. D'accord. Quest vos rapports avec M. Henri Konan Bédié qui a lancé une plateforme à laquelle vous avez vu très tôt, et puis bon, depuis un certain moment, on ne vous voit plus aux côtés. Oui, parce qu'ils nous ont tourné le dos pour préférer s'acoquiner avec les dissidents. Mais je considère que ce n'est qu'un moment et que dans tous les cas, nous allons nous retrouver pour fonder une vraie plateforme et qui est attendue par les Ivoiriens et pour organiser les élections et gagner les élections de 2020. Et M. Soro Guillaume, est-il un partenaire ou un adversaire? Il n'est pas un adversaire dans la mesure où il est dans l'opposition. Mais pour le moment, nous n'avons pas de partenariat formel avec lui. D'accord. Alors, M. Pascal Afingessa, vous avez demandé pardon. C'est vrai. Les gens sont... J'ai présenté mes excuses. Ah bon? Il y a une différence? Oui, parce que je ne sais pas ce que le mot pardon veut dire exactement. Mais les médias, dès que vous avez lancé vos excuses, ont dit bon, M. Pascal Afingessa demande pardon. Oui, mais c'est pas grave. C'est de l'humilité. Non, c'est pas grave ce qu'ils disent. Mais quand vous le dites, moi je dois vous dire ce que j'ai dit. Voilà. Mais c'est pas grave si les médias utilisent un autre mot pour dire la même chose. D'accord. Alors, M. Afingessa, je voudrais vraiment insister. Vous n'avez vraiment pas d'acquaintance avec le M. Ouattara qui vous finance sournoisement? Si vous posez la question, c'est que vous ne savez pas. Donc, s'il y a une acquaintance, elle ne peut pas être secrète. Parce que M. Ouattara n'a pas intérêt,
Je ne vois pas l'intérêt qu'il a à être secret sur ces questions. Au contraire, il cherche des gens qui, de façon publique, vont afficher leur acquaintance avec lui, vont proclamer leur adhésion à son parti et vont mobiliser les Ivoiriens pour le soutenir. Donc si vous ne nous voyez pas dans cette posture, c'est qu'il n'y a pas d'acquaintance. Récemment, lors de l'inauguration de la voie à couper Kotobi Bongwanou, Madame Kandia Kamara était je crois, à Bongwanou, et vous lui avez dit comme ça en substance, mais Madame la ministre, je crois qu'il est temps que vous construisez le lycée des jeunes filles. Elle dit, bon, mais je voudrais bien le faire, mais il faut que vous veniez au RHDP. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. On fait du chantage? Non, je suppose qu'elle n'a pas dit les choses de cette façon. D'accord. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui gèrent l'argent des Ivoiriens et qui doivent résoudre les problèmes des Ivoiriens. Et donc, lorsque vous, en tant qu'élu, parce que là, j'étais à cette cérémonie en tant que président du conseil régional. Donc, c'est une manifestation totalement républicaine à laquelle nous avons participé. Et il était important de saisir cette occasion pour demander au ministre de l'Éducation nationale où en est le projet de construction du lycée des jeunes filles de Bongwanou, qui est un projet qui est connu, qui est enregistré et que nous attendons à Bongwanou avec impatience. Donc je suis dans mon rôle de président du conseil régional. Et puis bon, elle vous a dit, on va bien le faire, mais... Non, elle n'a pas dit cela. On vous attend au RHDP. Elle a dit plus tard qu'elle nous a... Mais je crois que c'était sur le ton de la plaisanterie. Mais cela signifie que contrairement à ce que les uns et les autres disent, je ne suis pas encore au RHDP. Encore? Je ne suis pas... Oui, je ne suis pas à l'heure, au moment où ils parlent, je ne suis pas au RHDP. Ça veut dire que les gens mentent. Et que même si Madame la ministre dit cela, sur le ton de la plaisanterie, ça veut dire que je ne suis pas avec eux. D'accord. Mais on vous fait la cour? Peut-être qu'ils me font la cour, mais... Pourquoi peut-être? Je parle avec vous. Peut-être. Puis je dis on. C'est on qui peut répondre à cette question avec précision. Mais qu'est-ce qu'ils vous proposent en retour pour que vous veniez avec eux? Mais je n'ai même pas besoin de savoir ce que je propose. Puisque j'ambitionne de prendre leur place. Donc ce n'est pas pour jouer pour eux, mais pour prendre leur place. Et là où je suis arrivé dans mon parcours politique, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut me proposer que la fonction de président de la République. J'ai exercé toutes les fonctions. J'ai été Premier ministre. Je suis président d'un parti depuis 18 ans. Je n'ambitionne pas ni d'être ministre. Un parti que vous n'avez pas pu maîtriser, et puis il y a des courants. Que je maîtrise. Qu'il y a trop de courants. Mais c'est pas grave. Mais les courants, il y en a partout. Même au RHDP. Ils ont éclaté. Souré est parti, Bédi est parti. N'empêche que Ouattara essaie de reconstruire ce qu'il peut reconstruire pour aller aux élections de 2020. La recomposition du paysage politique, c'est une réalité nationale. Ça ne dépend pas d'un individu. Après la crise que nous avons connue en 2010-2011, c'est tout à fait logique que des alliances se défont, qu'à l'intérieur même des combats idéologiques aient lieu, parce qu'il s'agit de voir dans quelle direction nous allons engager le pays désormais et avec quelle personnalité. Nous sommes dans une nouvelle ère. On doit considérer que l'ère de la proclamation du multipartisme qui part de 1990 s'est achevée en 2010. Et qu'à partir de 2011, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le positionnement par rapport à cette nouvelle ère. Pour savoir quelle est la formation politique qui va diriger cette ère et quels sont les leaders politiques qui vont être au premier plan dans ce processus. C'est tout à fait logique qu'au sein du Front populaire ivoirien, il y ait des mouvements, comme au sein du RHDP, il y ait des mouvements. Alors, monsieur Pascal Lafing-Guessant, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous allez proposer aux Ivoiriens? Faites-nous un petit résumé parce qu'on me fait grand signe que le temps qui nous est imparti... Mais ce que nous proposons, c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la fraternité et dans la stabilité. Voilà la renaissance. Le pays a besoin... Là, vous ne parlez plus de refondation. Hein. Mais la refondation est une étape. Le pays avance. Si vous voulez, la renaissance, ce serait la deuxième phase de la refondation. C'est la deuxième phase de la refondation. Il y a eu la refondation qui nous a permis de poser les bases de la démocratie. Ça nous a permis de faire des avancées, mais nous connaissons aussi les difficultés qu'elle a connues avec les rébellions armées, la crise post-électorale. Il s'agit aujourd'hui de repartir dans la reconstruction du pays, dans la renaissance du pays. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la renaissance pour fonder une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes président du conseil régional du Moronou, dont la capitale est Bongwanou. Comment se porte votre conseil?
Ben, le Conseil se porte, en tant qu'institution, se porte bien. Nous avons de grands projets, de nombreux projets. Je crois que sur les réseaux sociaux, vous voyez le travail de communication qui est fait par nos équipes pour montrer tous les projets que nous avons. Même dans notre propre village, nous avons la construction d'un centre culturel cette année et nous sommes en train de préparer. Donc, ça veut dire qu'on avance, mais il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que vous réussissez facilement à avoir vos subventions? Bon, les subventions sont là, les décaissements traînent parfois, mais on continue de se battre pour que les financements puissent être disponibles pour payer les entreprises. Ce n'est que partie remise, M. Pascal Afinguessan, parce que là, on me dit que vous êtes très occupé. Ce n'est que partie remise. Merci, M. Pascal Afinguessan, de nous accorder ce petit temps que nous avons estimé très riche. Et nous allons garder le contact avec vous. Et je voudrais présenter un petit ouvrage ici, je ne sais pas qui doit le prendre, et Pascal Afinguessan. Désormais, nous allons parler du mécanisme de la réconciliation dont les clés se trouvent entre la main du pouvoir et qui ne veut pas du tout ouvrir cette porte. Bon, merci bien, M. Pascal. Merci. Moi, je vous remercie. Bon retour. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Voilà. Merci. Pour fêter la victoire en 2020, parce que j'espère que tu seras avec nous.